Et donc on passe à la dernière intervention pour boucler ce petit tour d'application, enfin ce grand tour plutôt, avec le littoral, avec Nicolas Maillot. Désolé pour le retard, merci pour la patience. C'est à vous. Aucun souci, merci beaucoup. Je vais essayer d'être bref pour libérer tout le monde et aller manger. Enfin, vous Et avez je vais votre surtout... temps hein, quand même. Non, non, mais je vais prendre mes petites 10 minutes, mais je vais faire surtout le lien avec les dernières remarques qui ont été faites. Moi, donc, je suis docteur en biologie marine, je ne fais pas de la télédétection. Pour moi, c'est un outil qui va me servir pour faire du monitoring. Le JPREB, donc je travaille au JPREB, c'est la structure gestionnaire de l'étang de Berre, la plus grande lagune d'Europe. Et on a beaucoup, 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 beaucoup de données. C'est le cœur de notre métier, c'est avoir un observatoire scientifique du milieu sur la qualité de l'eau ou sa biodiversité. Et donc, on commence petit à petit à s'intéresser à ces outils de télédétection. Je vais juste là vous montrer quelques exemples de ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Je suis loin d'être un expert et je suis preneur de plein de sources de développement pour justement pouvoir valoriser nos données et calibrer les outils de télédétection qu'on utilise. Parmi les outils qui ont beaucoup été cités, c'est Sentinel-2, qui pour nous est considéré comme de la basse résolution, parce qu'on est sur des pixels de 10 à 30 mètres. Et pour notre utilisation, ben, on verra après ce qu'on utilise quand on fait de la haute résolution. Mais ça peut nous servir pour faire un petit peu du suivi à grande échelle du trait de côte, pour voir aussi du suivi sur les zones humides et sur le fait est-ce qu'elles sont rentrées en eau ou pas, etc. Et puis quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, on a nous un modèle hydrodynamique tridimensionnel de la courantologie dans les temps et une problématique qui est qu'on a des eaux de la Durance déversées par une centrale hydroélectrique qui se rejettent dans les temps de verre. Et ces rejets-là, donc les rejets de la centrale, ils sont situés au nord de l'étang et on essaye de voir quels impacts, on sait qu'ils ont des impacts majeurs, mais comment est-ce qu'ils se situent en fonction des conditions météorologiques? Comment est-ce qu'ils vont se déplacer en fonction du vent ou du vent principalement, ou quand il n'y a pas de vent. Et également de voir comment est-ce qu'ils influent ensuite nos mesures qu'on peut faire sur le terrain en termes de matière en suspension, de chlorophylle. Et donc pour ça, la récurrence de Sentinelle, qui vient tous les 3 jours, nous apporte pas mal d'informations et nous permet, en comparant avec notre modèle hydrodynamique, de voir si ce qu'on voit en termes de diffusion du panache est la même chose que ce qu'on peut voir dans la vraie vie. Et donc là, je vous montre quelques situations où vous voyez le panache qui commence à se former au nord de l'étang, qui pour l'instant est assez léger. Et puis, avec une condition de vent d'ouest, il va commencer à aller toucher la côte est, mais en situation normale, il est plutôt sur la côte ouest. Et ça, ce sont pour nous des données très importantes qui nous permettent, quand on a des mesures in situ, parce que quand on est sur l'eau, c'est pas forcément évident de voir le panache, si on est en train de prélever dans le panache ou pas. On a des points fixes sur lesquels on vient faire des mesures régulières. Et pouvoir ensuite revenir sur ces données-là, c'est hyper important et ça nous permet aussi de valider, comme on a les conditions hydrodynamiques, de pouvoir voir si notre modèle il est à peu près carré, si on revoit ces mêmes courants de surface ou ce même panache sur nos modèles hydrodynamiques. Ça, c'est une première utilisation à grande échelle. Et puis, une autre utilisation, c'est aussi de voir ces phénomènes. Alors là, vous voyez au nord de l'étang, ces petites notions irisées qu'on peut voir sur la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle en jargon des malègues, des mortes eaux, c'est-à-dire des eaux où il n'y a plus du tout d'oxygène sur l'ensemble de la colonne d'eau, et ça va développer une cyanobactérie particulière qui utilise le soufre et qui donne une couleur très particulière à l'eau. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est des phénomènes qui sont très courts, de l'ordre de la journée. On n'est pas tout le temps sur l'eau partout. Et pouvoir remonter dans le temps et savoir qu'on a eu des malègues à certains endroits, ça va nous permettre d'expliquer ensuite des mortalités d'espèces à certains endroits. Par exemple, là, ben, il y a eu une malègue, donc 0% d'oxygène sur l'ensemble de la colonne d'eau. Ben, j'ai eu des mortalités de coquillages sur ce secteur-là. Et j'ai pu le détecter parce que
j'ai pu remonter grâce en Sentinelle, voir que j'avais eu une maladie. Parce que j'ai pas forcément des capteurs d'oxygène dissous sur l'ensemble de la surface de mon étang, malheureusement. J'aimerais bien, hein. C'est pas possible. Autre chose qu'on a développé avec le laboratoire de Villefranche, c'est le projet HyperNet. Donc on a beaucoup parlé des données satellites et du besoin de calibrer les données et de s'appuyer sur des données in situ. L'étang de Berre, c'est probablement la lagune la plus suivie de France et d'Europe. On a 10 points sur l'ensemble de la surface qui sont suivis depuis 1994, où on a des données mensuelles en termes de chlorophylle, de matière en suspension, d'oxygène, de température, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour les scientifiques, pour essayer de pouvoir faire un lien entre la donnée couleur de l'eau, de réflectance de l'eau, et nos mesures in situ, notamment pour pouvoir faire des cartographies de la chlorophylle, de la surface, de la température, et aussi de la matière en suspension et de la transparence. Et donc, il y a, il y a des problèmes, c'est notamment qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Et donc, pour ça, le laboratoire de Villefranche a installé sur une de nos bouées qu'on a au centre de l'étang, une de nos plateformes, ou sur laquelle on a des sondes, un petit robot qui va faire des mesures de réflectance directement à la surface de l'eau. Donc, le petit robot, il va mesurer toutes les demi-heures, je crois qu'il mesurait, la réflectance sur la surface de l'eau, et également vis-à-vis du ciel. Et en même temps, quand il y avait un sentinelle qui passait, ça permettait de comparer les mêmes données qui étaient mesurées par Sentinel ou par Spot ou par Landsat, je crois qu'ils utilisent aussi, de voir ces comparaisons-là et d'essayer de calibrer, parce que nous, on faisait tous les mois, pas tous les 3 jours malheureusement, une mesure de chlorophylle sur le même site. On essayait de caler cette mesure de chlorophylle-là sur un passage satellite et grâce à ça, de pouvoir voir de calibrer leurs outils de détection. Alors, ce sont des publications qui sont en cours. Je ne suis pas expert, donc ne me posez pas de questions sur ça. Euh, mais ça nous a permis, avec la base de données Sentinel, de pouvoir remonter dans le temps et de voir certains phénomènes. Notamment, hop, je suis allé dans l'essence, en 2018, on a eu une grosse crise écologique sur l'étang avec un gros pic de phytoplancton. Et donc, c'est ce qu'on voit là, avec des données de septembre 2018, où on voit des grosses valeurs de chlorophylla qui ont pu être mesurées avec une dynamique spatio-temporelle et une fréquence d'échantillonnage qui est très importante liée au passage des satellites, plus importante que celle que nous, on pouvait avoir sur nos données, sur comment est-ce que ça s'est réparti spatialement, parce qu'on a beaucoup plus de points grâce aux satellites que nos pauvres 10 points, entre guillemets, que l'on peut faire mensuellement, et également sur la matière en suspension. Et à titre de comparaison, voilà une année, entre guillemets, normale, où on a des conditions beaucoup plus faibles de chlorophylle et des rejets beaucoup moins importants. On peut comparer ces données-là. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment essayer de développer, c'est d'avoir un outil pour nous, gestionnaires. En tout cas, si on essaye de travailler avec ça, avec Villefranche, pour avoir un outil où on puisse directement récupérer ces données-là en tant que gestionnaire. Moi, je n'ai pas la capacité ni informatique ni humaine de pouvoir traiter ces données-là, mais de pouvoir avoir un outil clic-bouton qui nous permette d'avoir des suivis. Ça nous permettrait non pas de remplacer nos suivis, comme vous le disiez, mais d'avoir plus de données spatiales et temporelles sur des paramètres hyper importants que sont la chlorophylle, les matières en suspension ou la transparence de l'eau. Ça, c'était pour les outils Sentinelle. Je disais que c'était de la basse résolution parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, c'est la haute résolution. L'étang de Berre, il y a quelque chose qui est très important en termes de biodiversité pour nous, ce sont les herbiers marins. Et donc là, on a besoin de faire une cartographie des herbiers. Avant, on utilisait des orthophotographies aériennes. Donc on commandait un avion tous les 3 ans. Ça nous coûtait une certaine somme pour pouvoir faire des orthophotographies avec une précision de l'ordre de 30 à 50 cm du pixel. À partir de 2017, on a eu des contacts avec Airbus et avec l'IGN pour pouvoir utiliser les orthophotographies Pléiades. Et donc, on arrive à peu près sur la même qualité en termes de résolution. Donc, nous, on est assez contraints par nos
contraintes, c'est-à-dire qu'il faut que le satellite soit, il n'y ait pas trop d'angles pour pas qu'on ait une réflexion et qu'on puisse voir la surface enfin, qu'on puisse voir sous la surface de l'eau. Il faut qu'on n'ait pas de nuages, évidemment. Il faut que on n'ait pas de vent, parce que sinon j'ai une agitation de mon plan d'eau qui fait que bah, je ne vais pas voir sous la surface de l'eau. Et il faut que ce soit une certaine période de l'année où mes austères, elles ont suffisamment poussé, mais où j'ai pas encore trop de phytoplancton ou de rejet de la centrale pour avoir une transparence de l'eau qui est maximisée. Donc, ça fait beaucoup de contraintes, mais depuis 2017, chaque année, on arrive à avoir un cliché satisfaisant. Et je remercie, je ne sais pas s'ils sont là, mais les gens avec qui je travaille au niveau de Dynamis et de l'IGN, parce que bah, chaque année, on arrive à trouver des dates où Pléiade correspond et à déclencher la prise de vue 48 heures avant, en disant bah, là, c'est bon, a priori, on aura tous les critères, on déclenche la prise de vue, on valide ensuite, et ensuite, il y a tout le traitement informatique qui est fait pour avoir, nous, une orthophotographie. Je vais juste vous montrer ce que ça donne d'un point de vue up, orthophotographie. Donc, normalement, là, vous voyez mon QGIS. Voilà ce qu'on a en termes d'orthophotographie littorale. J'ai mis pour soulager mon ordinateur que la bande littorale. J'ai une plus grande zone qui a été prise en orthophotographie par Pléiade. J'ai juste simplifié là parce que sinon ça commence à être des très très lourd. Voilà ce qu'on en a. Et quand on zoome sur un secteur particulier, voilà ce que ça peut donner en termes d'orthophotographie. Et là, on a un problème, nous, c'est que c'est sous l'eau et que les herbiers marins, ils ont jamais la même couleur, ni selon le secteur où ils sont. Et il y a d'autres plantes, d'autres algues qui vont pousser sur ces herbiers, des épiphytes, qui font qu'on a des couleurs différentes selon où ils sont et selon leur couverture ou pas en épiphytes. Ce qui rend l'utilisation d'un algorithme impossible, voire enfin, impossible. C'est compliqué et impossible. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'algorithme qui permet de faire ça. Je suis preneur. Donc, je fais ça à la main. Ça nécessite beaucoup de temps, enfin pas tant que ça, mais à force avec un œil expert, on y arrive. Et aussi, et toujours, de toute façon, même s'il y avait un algorithme, ça nécessite d'aller sur le terrain pour vérifier si ce qu'on a cartographié est bien de la zoster ou pas, si c'est pas une autre algue, ou si c'est pas des moules, ou si c'est pas des rochers. Et voilà ce que ça peut donner en termes de cartographie une fois qu'on a fait toutes ces vérifications sur le milieu. Donc, ce que vous avez en vert, c'est la cartographie en 2024, c'est l'orthophotographie de 2024. Et puis, pour comparaison, bah, celle qu'on avait pu faire en 2023, donc on voit que l'herbier progresse, qui est pour nous, d'un point de vue biodiversité écologue, une super nouvelle. Et quand on dit que c'est de la haute résolution, bah, c'est qu'on peut zoomer quand même sur des choses qui sont assez sympas. Mais si là j'ai pu avoir un tel degré, c'est parce qu'en même temps, j'ai fait passer un drone et que j'ai quand même une résolution par le drone qui est bien plus importante. Mais pour ce qui m'intéresse et à l'échelle de l'étang, ben, j'arrive à avoir une cartographie sur l'ensemble de mon étang qui est hyper intéressante. Et voilà, ça me permet d'avoir ma cartographie à l'échelle de mon étang. Et si je reviens sur ma présentation, qu'est-ce que ça donne au cours du temps et qui est pour nous un outil super intéressant? C'est qu'avant, quand je faisais voler mon avion, je le faisais voler tous les 3 ans parce qu'il y avait un coût pour la structure qui n'était pas supportable. Donc on essayait de le faire tous les 3 ans. Depuis 2017 et l'utilisation de Pléiade, eh ben en fait, on peut avoir des clichés chaque année, ce qui nous permet d'avoir une dynamique comme ça, une vision de la dynamique beaucoup plus importante. Premier résultat, je vous disais, l'herbier avant, c'était 6000 hectares avant la mise en place de la centrale hydroélectrique. Il a fortement décru, perdu en surface. On est tombé à 1,5 hectare dans les années 2000. Depuis l'utilisation de Pléiade en 2017, paf, ça augmente. Merci Pléiade. Blague à part, on a eu une crise écologique en 2018, j'en ai parlé, et depuis, l'utilisation de Pléiade annuellement nous a permis de vraiment voir la résilience de cet écosystème des herbiers avec une dynamique annuelle très importante et une croissance des herbiers hyper importante. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, gestionnaires. Si on avait eu des clichés que tous les 3 ans, on n'aurait probablement pas vu cette dynamique-là, on aurait loupé de l'information. Et puis ça nous permet d'aller vraiment voir spatialement ce qui se passe à une plus grande échelle. Voilà, sur ma présentation.
Merci beaucoup, Samuel, pour avoir tenu le timing et pour Nicolas. cette présentation. Pardon, Nicolas, pour cette présentation très claire. Une remarque de Claire ou une question, Claire Tinel, ou pas? Levez la main. Moi, j'en ai une. Je, Allez, je mets vas-y, le Claire. micro. Ouais. Je mets le micro, c'est mieux. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. J'ai juste une remarque sur Dynamis. Alors moi, je trouve ça énorme, en fait, que vous réussissiez d'avoir une demande 48 heures avant selon les conditions météo. C'est pas une demande 48 heures avant. Je fais ma demande bien avant en disant je voudrais un cliché avec ces conditions-là. Je me suis peut-être mal exprimé pendant la période de mai-juin. C'est la période où nous, on veut le cliché. Oui, Généralement, je fais ma demande en janvier. Et ensuite, j'ai un calendrier de passage de Pléiades qui correspond aux bons axes. Et donc là, j'ai les calendriers, par exemple, le 28 mai, j'ai n'importe quoi, le 28 mai, le 6 juin, le 14 juillet, le satellite sera bien positionné. Et ensuite, 48 heures avant, je dis oui, on prend cette photo ou non. Est-ce ouais, que c'est donc plus clair comme ça? ça dépend des conditions météo. Et effectivement, enfin, il faut savoir que Pléiade, même pour Dynamis, enfin pour Dynamis, Mhm. il y a comment dire, des priorités Oui, je qui sais, sont ça, on faites. s'est fait Pléiade, avoir plusieurs fois et on n'a pas toujours la priorité. On voilà, s'est fait avoir. Ouais. Pléiade, la priorité, c'est un satellite qui est dual. Oui. Donc, Non, non. donc, voilà. Donc, On n'a pas euh, toujours la priorité et des fois, il faut deux, trois tentatives et pour qu'on Dynamis, l'ait. ça passe pas forcément devant. Donc, je prends note là-dessus. Je prends note aussi sur le téléchargement de fichiers qui est très lourd. Mais il faut savoir qu'effectivement, une image Pléiade, c'est 3 gigaoctets sur 400 Ouais, km², c'est ça. en JPEG 2000. Donc, c'est Ouais, très, très lourd ouais. J'ai un à gros PC, utiliser. ça passe, mais voilà. C'est pour ça Il faut qu'après, un je le PC sectionne. technique. J'ai voulu monter l'image complète pour voir ce que ça faisait, mais après, quand je travaille avec que quelques dalles de Pléiade, parce que sinon, c'est pas possible. D'accord. Et ma dernière remarque, en fait, c'est sur, effectivement, on ne peut pas voir en profondeur avec Pléiade, parce que c'est l'optique. Non. Donc, on va Ouais. pas voir en profondeur, on va voir la couleur de l'eau, effectivement. Euh, et bon, il y a Moi, des les herbiers, limites. ils vont jusqu'à 2-3 mètres de profondeur, donc ça va, parce qu'on a une transparence de l'eau Donc, on suffisante. arrive à avoir une transparence de l'eau. Ouais, Donc, mais on va pas pouvoir descendre, non, tout je simplement sais. sur Pléiade, ça c'est sûr. Voilà. Et j'ai noté aussi une saturation. C'est peut-être sur QGIS, sur le contraste, Ouais, par rapport à la zone, ouais, par rapport ouais. au sable et à l'étendue urbaine, une saturation. Euh, Parce qu'en fait, selon je- les dalles, je travaille un peu l'image en jouant sur la colorimétrie ou sur la saturation d'accord. pour permettre à certains moments de mieux détecter les herbiers. Et là, pour la présentation, enfin pour l'exercice QGIS, j'étais sur, je pense que sur une autre dalle, ça correspondait mieux que sur celle que j'ai présentée là, la saturation. Moi, ce que je peux proposer, en fait, hein, par rapport à la beauté, c'est alors soit on est sur Dynamis, soit sur une RT à proposer. Il y a des personnes qui sont, donc moi je suis plutôt urbain et risque, mais il y a des personnes qui sont plus sur la zone intertidale. Voilà, à voir par rapport à la couleur de l'eau. Et on peut proposer, enfin, si vous voulez, en fait, proposer une arrêté côté CNES. Bah, volontiers, enfin moi, honnêtement, toutes les collaborations sont bonnes à prendre pour améliorer notre chaîne de traitement ou tout, quoi. Ouais, L'optimisation de ça nos marche. process. Ouais. Ben, on se contacte. Très Merci. Très bien, merci. Philippe, une dernière question pour clore Oui, cette pour une matinée. question, Nicolas, c'est finalement, qu'est-ce qui a incité, enfin, à un moment donné, ouais, qu'est-ce qui a incité, décidé le JPREV à faire appel à la télédétection? Quel était l'élément déclencheur à la base? Je crois qu'on a été contacté ou on a eu vent à travers un colloque d'une collaboration possible. Je crois qu'en 2017, c'était directement avec Airbus avant de passer avec IGN. Et pour un cliché du coup qu'on avait acheté, parce qu'on était passé par Airbus directement.
Et, euh, et donc voilà, et donc on a dit, ben, on va tester. Et en 2017, en fait, on a fait de l'orthophotographie aérienne et de la photo satellite. Et on a dit, on va comparer. Voilà. Et on va voir si cet outil-là, il nous va. On a vu que l'outil il était aussi performant et que ça nous permettait de faire une cartographie. Et après, bah, très clairement, entre 20 000 euros, à peu près ce que nous coûtait un vol en orthophotographie aérienne, et zéro maintenant qu'on est en partenariat avec Dynamis et IGN, moi, quand j'arrive à mes élus et que je leur dis, bah, soit on paye 20 000 euros tous les 3 ans, soit j'ai une cartographie tous les ans et ça me coûte rien, puisqu'ensuite la chaîne de traitement était la même, hein. C'est toujours moi qui manuellement faisais de la cartographie sous SIG. Bah, mes élus, ils ont préféré travailler pour 0 euros. Je ne sais pas pourquoi, mais C'est bizarre. c'est bizarre. Et c'est ce qui est important de noter, en Mhm. fait, c'est la disponibilité des images, Oui. que ça soit de Sentinel, hein, qui est gratuit, Pléiade, donc, forcément on a le côté dynamisme, mais une fois que c'est acheté, c'est acheté. Et c'est bon, ce qui manque au niveau de la France et au niveau de l'Europe, c'est que ça fait longtemps que Landsat est entre guillemets gratuit. Et c'est très important à noter. Et je comprends très bien ce besoin. Je peux pas faire grand-chose là-dessus, mais je comprends le besoin et voilà, c'est renoté par rapport à la disponibilité sur des plateformes, sur les images satellites par rapport à des plateformes et des niveaux de produits qui sont, on va être sur du N2, du N3. Euh, donc du N3, c'est sur des synthèses mensuelles, hein, par exemple pour Teia. Et je note ça et je comprends très bien les élus. Non, et puis Merci. même nous, scientifiquement, c'est génial, hein, une cartographie tous les ans avec la même résolution. Enfin, franchement, il y a pas photo. Et je blaguais un peu sur les contraintes qu'on était un peu complexes. Les contraintes étaient les mêmes, hein. Quand je faisais voler un avion, je voulais pas de vent, je voulais pas de nuages, et je voulais une transparence de l'eau qui était bonne. Et autour de l'étang de Berge, j'ai deux aéroports militaires et un aéroport civil. Donc en termes de contraintes pour avoir les autorisations, c'était presque plus complexe qu'avec le satellite, hein. C'est très compliqué. Je comprends. Voilà. Donc Même pour j'ai les gagné drones, hein. aussi. Même pour les drones aussi, Et pour faire même pour voler les des drones. drones Ah ouais, à côté ouais. des aéroports, c'est hyper compliqué. Voilà. Donc non, non, et voilà. Et pour faire voler un avion qui va survoler à la fois l'aéroport militaire de Istres, l'aéroport militaire de Salon et l'aéroport civil de Marignane, Provence, c'était pas simple. Enfin, il fallait s'y prendre longtemps à l'avance et monter patte blanche sur pourquoi, comment, qui on était, etc. Donc c'est beaucoup plus simple avec Dynamis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je comprends. Merci. Mais merci à Très vous. bien. Je pense que merci. Ça fait une bonne transition pour le programme de cet après-midi. Nous allons clore donc cette matinée. Merci encore à tous les intervenants et intervenantes de cette matinée.